Bonjour, traduction sans filet numéro 115. Et aujourd'hui nous allons parler enfin de Derek Walcott. Ça fait peut-être de très nombreux mois que je tourne autour toujours de la question de la traduction de poésie et des problèmes qu'il y a à improviser ou qu'il y aurait à improviser une traduction de poésie versifiée, rimée, etc. Et voilà, il me semble que Derek Walcott, qui est un des poètes que j'admire le plus, toutes catégories confondues, par-delà les périodes, par-delà, c'est pas mon poète antillais préféré ou mon poète anglophone préféré, voilà, c'est un poète gigantesque dans mon panthéon personnel, et heureusement pas que dans mon panthéon personnel. Alors, il se trouve que Derek Walcott est mort il y a un mois, ou quasiment un mois, je crois que c'était le 17 mars, il faudrait revérifier, et depuis un mois, en fait, je n'ai pas passé de journée sans soit relire certains de ses poèmes dans le volume des Collected Poems de Faber and Faber que j'ai acheté il y a plus de 15 ans déjà à Paris, ou dans Homéros, son grand poème narratif et épique, absolument splendide. Il se trouve que je m'étais beaucoup replongé dans Homéros au mois de janvier en préparant les premières séances du cours sur Crossing the Rivers de Carol Phillips. Donc j'avais déjà beaucoup repris Homéros. Et alors je me suis enfin plongé dans un poème beaucoup plus récent de Derek Walcott, The Prodigal, que je lis depuis à peu près une semaine, que je lis à petites touches pour en profiter en quelque sorte au maximum, parce que c'est extrêmement dense, extrêmement intense. C'est une sorte de poème narratif qui est une sorte d'autofiction aussi. C'est assez étonnant parce que c'est une autofiction en vers un peu, avec une sorte de diffraction du sujet autobiographique sur des personnages différents, pardon. Et c'est donc structuré en chapitres, en fait, en chapitres eux-mêmes divisés en généralement 3, 4 ou 5 sections d'une page environ à peu près. Et c'est écrit dans une prose qui est versifiée régulièrement, hein, c'est principalement des pentamètres, et sans rime en général, mais avec énormément d'effets, bien sûr, d'allitération, phonique, de jeu sur la langue, une réflexion aussi sur la langue. Il y a de très nombreux passages dans lesquels l'anglais sert de métaphore, en fait la langue anglaise sert de métaphore, et la traduction aussi d'ailleurs sert de métaphore. J'en parlerai peut-être une autre fois. Alors, en fait, plus que de traduction improvisée, je vais tricher un tout petit peu aujourd'hui. Alors, pas tricher parce que j'ai préparé les traductions, mais parce que je vais commencer en fait par parler d'un fragment, un vers et demi seulement, qui se trouve dans le chapitre 9, à la page donc 54 de l'édition Faber and Faber de The Prodigal. Un vers et demi que je vous donne avec son enjambement. Hein. Sunrise then, the uncontaminated cobalt of sky and sea. Littéralement, ça donnerait quelque chose comme ça, je vais vous faire un mot à mot. Hein. Le lever du soleil alors, le cobalt non contaminé du ciel et de la mer. Bon, évidemment, on ne peut pas le traduire comme ça, on ne peut pas garder son mot à mot. Il se trouve que, pourquoi disais-je tout à l'heure que j'allais tricher un petit peu? Eh bien, en fait, parce que j'ai déjà réfléchi, enfin, en le lisant il y a 2 ou 3 jours, j'ai beaucoup réfléchi à ce vers et demi, ce qu'il y a d'autres. Très souvent, je m'arrête dans ma lecture aussi en réfléchissant à ce genre de problématique, en fait. Et il se trouve que j'avais commencé à envisager une possibilité qui était évidemment, alors ça n'a rien d'évident, mais le problème de uncontaminated, c'est de garder la tournure négative. Hein, c'est vrai que incontaminé, inentamé, intouché, rien des différents choix auxquels j'ai pu réfléchir ne fonctionne avec cobalt. Donc on a un problème de colocation, ça ne marche pas. On n'est pas le cobalt non contaminé, le cobalt intouché, le cobalt inentamé, le cobalt inattaqué. Voilà, donc ça ne fonctionne pas en fait. Et donc j'avais pensé plutôt à, et c'est là où je dis que je triche parce que j'ai vraiment réfléchi à ça, et j'avais réfléchi et pensé que peut-être on pourrait récupérer une partie des effets phoniques en traduisant sunrise par l'aurore, then par alors, et peut-être du coup pour continuer avec le son or, continuer avec une structure musicale qui reprenne comme une sorte de leitmotiv le son or dans ce vers et demi, traduire uncontaminated par vierge encore ou pur encore peut-être, et peut-être je préfère vierge encore. Donc il y a des échos malarméens qui pour le coup ne seraient pas spécifiquement fidèle, on va dire, à Walcott ou à son univers
langagiers et poétiques, mais qui ne sont pas non plus un contresens complet. Hein. Donc ça donnerait quelque chose comme l'aurore alors, le cobalt vierge encore de la mer et du ciel. Voilà, donc ça c'était une première réflexion sur la traduction de poésie, une première proposition concrète par rapport à un vers et demi. Et puis pour rester quand même, pour ne pas mentir, pour ne pas déroger à la tradition, mais que cette traduction sans filet numéro 115 soit quand même sans filet, 3 vers que là j'ai choisi presque au hasard en le refeuilletant en refeuilletant le recueil avant de faire cette vidéo, au début du chapitre 7, cette fois-ci à la page 43, et je le sors totalement de son contexte, hein, voilà, il faut le lire de toute façon, voilà. Constantia nodded to her sergeant, who, by a miracle of dentistry, had a dazzling grin, as brief as summer lightning in the mountains. Donc ces 3 vers ici posent un certain nombre de difficultés en fait qui seraient les mêmes en fait en prose, hein, notamment nodded to her sergeant, littéralement elle hocha la tête à son sergent ou elle opina à son sergent. En anglais on peut avoir cette structure directe qui appellerait, je pense d'ailleurs, un chassé-croisé, notre vieil ami le chassé-croisé dont j'ai beaucoup parlé au mois de mars dans ces vidéos. Nodded to her sergeant, le chassé-croisé classique, ça serait adressa à son sergent un signe d'assentiment. Le problème, et là où effectivement on entre sur un problème de traduction de poésie, c'est que si on choisit de traduire, et il faut le faire, si on choisit de traduire en respectant la forme versifiée contrainte, si on traduit par Constantia fit à son sergent un signe d'assentiment, on risque de déborder quand même le cadre de la forme versifiée que l'on aura choisie. Imaginons par exemple qu'on parte sur l'alexandrin, ce qui n'est pas du tout une obligation. On peut aller vers le vers de 10 syllabes ou vers le vers de 14 syllabes aussi d'ailleurs. Constantia fit à son sergent, je crois qu'on doit être à 8, un signe d'assentiment. Un signe d'assentiment. Constantia fit à son sergent. Ouais. On est à 15 syllabes déjà, donc c'est un petit peu un problème, à moins de traduire de manière beaucoup plus brève le vers suivant et du coup de mettre une partie de ce premier vers de l'original, de l'anglais, de Walcott, sur le second vers de la traduction française. Donc voilà, ça c'est un problème. Who by a miracle of dentistry, ça c'est la deuxième difficulté lexicale, un miracle de dentisterie littéralement, un miracle d'art dentaire. Je pense qu'on ne va pas avoir tellement d'autres solutions en français que de faire une modulation de la pratique, de l'art, de la science, en l'occurrence dentistry, vers le praticien. En français, on va dire par un miracle de son dentiste ou par l'intervention miraculeuse de son dentiste. Et là encore, si on traduit Miracle of Dentistry par l'intervention miraculeuse d'un dentiste, on a une traduction qui est foisonnante, hein, comme on dit, et donc une traduction qui sera trop longue pour tenir dans la versification. Donc, Constantia fit un signe de la tête à son sergent qui, miracle de l'art dentaire, ou merci le dentiste, peut-être qu'on pourrait le traduire un petit peu plus familière pour garder la structure phonique, qui, merci les dentistes, merci le dentiste, had a dazzling grin, avait un sourire flamboyant, as brief as summer lightning in the mountains, et là on va avoir un problème autre sur ce troisième vers, outre la traduction, qui ne serait peut-être pas très facile d'ailleurs, mais un problème que j'entrevois avant même d'avoir cherché à le traduire, c'est la reprise de dazzling, du vers 2, dazzling green, ce que j'ai traduit par sourire flamboyant, c'est sans doute améliorable d'ailleurs, par summer lightning, donc la reprise d'un mot en ing, mais avec un nom. Et alors Walcott joue énormément là-dessus, hein, sur le fait que les termes en ing, bien sûr, en anglais, sont au départ des participes présents, mais on en trouve bien sûr sous forme d'adjectifs, sous forme de noms, sous forme verbale bien sûr, et donc voilà, il y a tout ce côté-là, et ça fait partie des ressources de n'importe quel poète de langue anglaise, et en l'occurrence Walcott joue toujours de manière extrêmement subtile avec ça. Donc ici la reprise de dazzling par lightning, je suis pas sûr. Donc, avait un sourire flamboyant, aussi bref que l'éclair de l'été dans les montagnes, littéralement. Bref comme l'éclair de l'été au-dessus des montagnes. Bref comme l'éclair de l'été qui frappe les montagnes. Aussi, on pourrait le traduire comme ça. Et peut-être qu'avec frappe, on reprendrait le F de flamboyant et on récupérerait en partie le jeu sur dazzling lightning. Voilà, j'en arrive à 10 minutes et c'est déjà beaucoup trop long. Deux réflexions, donc l'une sur un vers
un vers et demi tiré du chapitre 9 de The Prodigal, et l'autre sur 3 vers tirés du début du chapitre 7, également de The Prodigal. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec Derek Walcott. Bonne journée, sachant que je suis dans les Landes à Jetmo et que je n'aurai pas de connexion extrêmement efficace avant peu, et donc que cette traduction sans filet numéro 115 du 16 avril sera sans doute diffusée dans 4 ou 5 jours au moins. Donc bonne journée quand même au moment où vous regardez cela.